L'Atelier de l'âme, le podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un couple mythique de la poésie française, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, deux poètes célèbres du XIXe siècle, qui ont vécu tous deux une histoire d'amour passionnelle, destructrice, très tumultueuse, marquée par la violence, l'alcoolisme. Et cette histoire nous intéresse, pourquoi ? Parce que, on va le voir en analysant, bien sûr, en prenant le temps de tout analyser, de bien analyser leur vie, leur histoire, on va retrouver dans cette relation passionnelle des éléments, justement, une dynamique anxieuse évitante. Pourquoi c'est intéressant de s'y pencher ? Parce que ça permet déjà de trouver un nouveau prisme de lecture sur l'histoire de ces deux poètes, puisque leur histoire est connue et vue et revue, donc ça donne une nouvelle clé de lecture, et également parce que ça nous permet de parler à nouveau des relations anxieuses évitantes et de voir d'autres choses, et d'apprendre d'autres choses sur ces types de relations, au travers d'un exemple, et de ne pas rester seulement dans les concepts et la théorie, mais aussi de trouver à travers les exemples, donc un exemple incarné et personnifié, qui sont deux poètes connus, un couple connu. Bien sûr, avant de s'y intéresser, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de réduire à des étiquettes ni Rimbaud ni Verlaine. La grandeur de ces poètes ne pourra jamais se réduire à seulement est-ce qu'ils sont anxieux, est-ce qu'ils sont évitants. Bien sûr, ce n'est pas mon intention. Néanmoins, c'est intéressant parce que ça nous dit des choses sur eux et ça nous dit des choses aussi sur les relations anxieuses évitantes. Donc ça peut être très intéressant. On va travailler en 3 temps. On va d'abord s'intéresser évidemment à l'enfance, de Rimbaud. On va parler de Rimbaud en premier lieu. Et on va s'intéresser vraiment dans quel cadre familial il a grandi, quelles relations il a connues, comment il a évolué. Et du coup, de ce fait, déterminer son style, identifier son style d'attachement. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à Paul Verlaine, son enfance, son histoire, et évidemment aussi découvrir son style d'attachement. En troisième temps, on va s'intéresser à leur histoire d'amour, donc leur parcours amoureux, les dynamiques de leur relation et voir qu'est-ce qui s'y joue. Tout d'abord, l'enfance d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, de son vrai nom Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, est né le 20 octobre 1854 à Charleville-Mézières et il est né d'un père capitaine d'infanterie. Mais son enfance va être très vite marquée par l'absence du père. Son père, en fait, va quitter la famille, lorsque Arthur est âgé de seulement 4 ans. Donc sa mère, Vitalie Cuif et Frédéric Rimbaud, son père, vont se séparer. Et son père ne reviendra jamais, en fait. Donc Rimbaud vit déjà l'absence du père, et en plus, donc, il vit avec sa mère, donc il est élevé par sa mère, mais qui est décrite comme très dure, très autoritaire, empreinte d'une morale catholique très forte, très marquée, et qui va vraiment être vue par Rimbaud, qui va être décrite par Rimbaud, d'ailleurs dans ses écrits, comme une mère tyran. Il le dit, il l'appelle la Moser, il l'appelle la Daronf, donc la Daronf, il a associé le nom d'Aronne et Triomphe, qui signifie, triomphe pour lui, c'est comme un roi qui règne sur son royaume, en fait, c'est un peu cette idée qu'il voulait donner, de quelqu'un qui règne en maître sur les autres. Donc il a vraiment un rapport à sa mère compliqué, où on voit un manque d'affection, on voit un manque de relation profonde, et qui est marqué en fait par une qui est très stricte en fait. Et notamment en plus, donc sa mère, lorsque Arthur Rimbaud va se lier d'amitié avec Georges d'Isambard, son maître, son professeur de rhétorique, qui va lui prêter des livres, sa mère va s'y opposer. Donc on voit bien que la mère joue vraiment un rôle d'ennemie presque. D'ailleurs, Rimbaud va l'écrire dans un de ses poèmes dans Les Poètes de 7 ans, son ressentiment vers sa mère. Ça a été mis en évidence par Jean-Yves Le Fourne dans l'article Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, Les désastres de l'amour, je vous mets le lien en description, où il va justement dire en fait ce qu'il ressent par rapport à sa mère. Il écrit « Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en est allée satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence,
l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour il suait d'obéissance, très intelligent. Pourtant des tiques noires, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcre hypocrisie. Donc on voit vraiment un rapport à la mère teinté de ressentiment et d'un devoir moral comme ça très étouffant qui finalement nie un peu l'individualité de Rimbaud, jeune en fait, enfant. Donc on voit dans cette absence du père et cette mère peu affectueuse, peu aimante, on voit clairement des facteurs propices au développement d'un style d'attachement évitant chez Rimbaud. D'ailleurs, Rimbaud va être dans l'opposition à sa mère et à cette figure d'autorité, puisqu'il va fuguer, d'accord, de Charleville. Il va notamment fuguer dès août 1870, il va partir à Paris, d'accord, donc sa première fugue, et il va être rattrapé à la gare du Nord, sans billet, où il va être incarcéré à la prison de Mazas, d'accord, puis renvoyé à Charleville. Mais les mois suivants, il va poursuivre, il va à nouveau faire des fugues, et donc Rimbaud, voilà, dans ses fugues, dans ses fuites, même dans sa poésie, ça va être le poète de l'opposition. Il va vraiment rechercher à transgresser les règles, les autorités, quelles qu'elles soient. Donc au travers de ses fugues, au travers de son rapport à ses parents, on voit que Rimbaud a très fortement et très possiblement un style d'attachement évitant. Et d'ailleurs, quelque chose de marquant, après donc, leur histoire avec donc sa vie de poète et son histoire entrecroisée avec la vie de Verlaine, on va voir que à partir de 20 ans, il va aussi complètement cesser son activité poétique. Il va tout couper et reprendre une existence de vagabondage, d'errance, comme il l'a fait plus jeune. Ça, c'est aussi un trait assez caractéristique des évitants, de tout quitter, de tout plaquer comme ça, et de quitter une vie, en fait, etc., pour se retrouver seul. On va s'intéresser maintenant à l'enfance de Verlaine, de Paul Verlaine, d'accord, et comprendre un petit peu, déterminer son style d'attachement. Paul Verlaine est né le 30 mars 1844 à Metz. Et son enfance est souvent décrite comme sans nuages, une enfance aimante, une enfance où il a été aimé, même gâté, d'accord, où il n'y a pas eu de difficultés. Donc en apparence, il semble que Verlaine n'a pas eu de difficultés, quelles qu'elles soient, et n'a pas eu de problème dans son enfance. Pour autant, plusieurs choses nous indiquent le contraire. C'est-à-dire qu'il a été notamment mis en évidence dans un podcast publié par France Culture le 30 mars 2024, « Or, moi, je pardonne à mon enfance » sur Verlaine, qui a en fait été une rediffusion d'une série « Enfance, mon enfance », diffusée en 1972, qui était justement consacrée à Paul Verlaine, de son enfance à sa rencontre avec Rimbaud. Dans ce podcast, que je vous mets dans la description, il explique justement que Verlaine est né à la suite de plusieurs fausses couches de sa mère, d'accord, qui n'a pas eu d'enfant, qui a eu plusieurs enfants qu'elle n'a pas réussi à avoir, et que sa mère était très meurtrie, très affectée par justement ces morts, entre guillemets, pour elle, qu'elle vivait comme une mort, de ses enfants avant Verlaine, et qu'elle conservait des bocaux lui rappelant la mort de ses enfants sur sa cheminée. La cheminée de la maison familiale. Donc, déjà, ce petit indice montre déjà quelque chose d'assez particulier, parce que c'est assez particulier de vivre dans l'ombre de la mort d'autres enfants, hein, et d'une mère qui est affectée en fait par ça aussi. Donc ça crée quand même une place assez compliquée, assez complexe à tenir. Donc déjà ça c'est un indicateur de quelque chose d'assez spécial, hein, d'assez étonnant, même si ce n'est pas une enfance de martyr, hein, c'est quand même, ça peut être perturbant pour un enfant. Et aussi également on a un autre indice qui moi tend vers un attachement anxieux ambivalent chez Paul Verlaine, c'est qu'il est placé très tôt en pension. Il est placé à l'âge de 7 ans à l'Institut Landry au 32 rue Chaptal en 1851. 7 ans, c'est très jeune. Alors bien sûr, c'était assez fréquent dans les familles bourgeoises du 19e siècle de placer leurs enfants en pension. Mais 7 ans, ça reste très petit quand même, puisque d'habitude, normalement, c'est autour de 12-13 ans. Hein, c'est quand même plutôt des années collège, pour les années collège et des jeunes adolescents. 7 ans, c'est encore un enfant.
Je pense que vraiment la séparation aussitôt avec ses parents a pu vraiment provoquer un attachement anxieux. Parce qu'à 7 ans, être comme ça, vivre en pension, donc en pension, hein, c'est vraiment, on vit au collège, et on voit les parents une fois de temps en temps, parfois aux vacances, parfois les week-ends, mais pas tous les week-ends, donc on ne vit pas avec ses parents. Voilà, ça reste très tôt, donc pour moi c'est quand même déjà un indicateur d'une séparation, ou entre guillemets d'un abandon de ses parents. Euh, Et en plus donc de cette forme d'abandon, hein, le laissant en pension, j'ai pu lire qu'il y avait aussi vraiment une relation complexe avec sa mère, où même à l'âge adulte, en fait, il va y avoir des altercations violentes avec sa mère, et qu'à un moment donné, même sous l'emprise de l'alcool qui rend violent Paul Verlaine, il va tenter à plusieurs reprises de tuer sa mère. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose quand même de sous-jacent, d'une enfance qui, malgré des apparences heureuses, l'a affectée en fait, et l'a fragilisée. On va s'intéresser maintenant à leur histoire d'amour, à la relation qu'ils ont eue, tous deux, et bien comprendre en effet les dynamiques qui se sont jouées. Leur histoire elle commence en 1871, en septembre 1871, lorsque en fait Rimbaud décide d'écrire à Verlaine, de 10 ans son aîné, qui est lui déjà à cette époque marié à Mathilde Mottet. Et en fait très tôt, Verlaine va être complètement ébloui, fasciné par le génie précoce de Rimbaud, et qui va même décrire comme un ange en fait, qui va vraiment idéaliser. Donc là on retrouve quand même beaucoup cette attitude très anxieuse, donc de l'anxieux ambivalent, de l'attachement anxieux ambivalent, d'idéaliser et de mettre sur un piédestal l'évitant, entre guillemets. Donc là, Verlaine vraiment met sur un piédestal Rimbaud, qu'il voit comme un génie, etc. Et il va l'inviter à Paris. Donc en septembre 1871, Rimbaud va arriver à Paris, et il va s'installer du coup entre eux une relation qui va être ambiguë, puis va devenir très fusionnelle, où finalement Verlaine va tout délaisser pour lui, tout délaisser pour Rimbaud, tellement il est subjugué par lui. Donc il va petit à petit, sa relation avec son épouse va se détériorer. Alors Verlaine, il avait déjà auparavant des problèmes avec l'alcool, mais bon voilà, il sombre aussi dans l'alcool. Et début 1872, donc Rimbaud s'installe chez Verlaine et sa femme, et bien sûr ça ne plaît pas à Mathilde, puisque voilà, c'est une relation où une relation d'amour est assez explosive, il y a des disputes, des crises, il y a beaucoup de crises, ce qui peut être assez fréquent dans des relations justement anxio-évitantes, où les crises, etc., puisque Rimbaud va être fuyant, parce que justement il est décrit comme, Verlaine va l'appeler l'homme aux semelles de vent. C'est vraiment, je trouve, une belle phrase pour décrire quelqu'un d'évitant, justement, parce que l'homme aux semelles de vent, c'est vraiment celui qui est dans la fuite, qui est dans la liberté. Alors c'est en effet cette errance, parce que on sait que voilà, Rimbaud était très dans le vagabondage, avec son poème Ma Bohème, etc. Il était très dans l'errance, mais aussi cette idée de s'attacher à rien, s'attacher à personne et à aucun lieu, et de vivre sa liberté, en fait. Donc, le couple va quitter la maison de Verlaine et Mathilde en juillet 1872 pour Bruxelles. Et là, ils vont vivre un épisode qui est l'épisode de Bruxelles et Londres. Ils vont aussi après aller à Londres. Justement, ils vont vivre dans la misère, à Londres notamment. Et ça va être vraiment... Ils vont écrire et beaucoup boire aussi. Donc ça va être voilà, une période de beaucoup de disputes, de violences, où on a Verlaine qui est finalement très jaloux, instable, ivre, donc cette jalousie qu'on peut retrouver chez l'anxieux ambivalent, d'accord, qui est très jaloux, qui a très peur de perdre l'autre, et Rimbaud qui lui est plutôt, qui va plutôt avoir une attitude très moqueuse, très provocante, assez cruelle aussi, et où il va menacer en fait de rompre, et il veut rompre avec Verlaine parce qu'il se sent étouffé. Donc il y a vraiment un amour qui se joue, où on a un Rimbaud fuyant et un Verlaine jaloux et possessif. Donc ils vont se quitter en mars 1873, Rimbaud va quitter Verlaine et va retourner à Charleville, et c'est là où il va notamment écrire Une saison en enfer, où il va raconter notamment entre autres la fin de leur couple, enfin de manière poétique.
Et Verlaine veut le revoir, puisqu'évidemment, voilà, il est désespéré. Et ils vont se retrouver en juillet 1873 à Bruxelles. Et là, les tensions vont éclater, vont vraiment être très fortes. En fait, il va y avoir des grosses tensions entre eux parce que Rimbaud, lui, souhaite quitter définitivement Verlaine. Et ce qui fait rentrer Verlaine dans un désespoir profond. Et qui va sortir un revolver et qui va tirer 2 coups sur Rimbaud, qui va effleurer son poignet, et une autre balle qui va effleurer sa rate. Donc Rimbaud, comme il est blessé, il va porter plainte. Et Verlaine, alors au départ, il n'est pas condamné, puis ensuite est condamné. Rimbaud va enlever sa plainte. Verlaine va être arrêté et condamné à 2 ans de prison. Donc là, c'est vraiment la fin de leur relation. Ils vont se revoir après ensuite une fois à Stuttgart en 1875. Mais voilà, c'est vraiment la fin de leur relation. Donc, conclusion, on voit dans la chronologie de leur histoire beaucoup de souffrances, vraiment voilà, marquées par des ruptures, marquées par des crises, par la jalousie de Verlaine et la fuite de Rimbaud. Donc on voit quand même qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui indiquent une relation anxio-évitante assez marquée, puisque chacun a un rôle, hein, où donc on a Verlaine qui idéalise Rimbaud, et Rimbaud qui se joue des normes, des règles. Et leur histoire se termine tragiquement, puisqu'elle se termine sur finalement Verlaine qui tire sur Rimbaud par désespoir.